14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Hélène Vecchiali aujourd'hui, psychanalyste, auteure de ce livre Le silence des femmes aux éditions Albin Michel, dans lequel elle nous explique pourquoi les femmes subissent tant de violences, et notamment les viols dans ce livre plus particulièrement. Hélène Vecchiali est avec nous et on essaye de comprendre pourquoi autant d'humains sont violents avec leur partenaire, alors qu'au départ c'est parti pourtant sur une notion d'amour. Alors justement, Hélène Vecchiali, ma petite devinette, si l'amour empêche de voir les qualités, qu'est-ce que la haine empêche ? Je vous ai donné la réponse en fait. Si l'amour empêche de voir les défauts, qu'est-ce que la haine empêche ? Oui, ce que j'allais dire. La haine empêche de voir les qualités. Voilà, c'était ma petite devinette. Elle est jolie, hein ? Ah oui. C'est tellement juste en plus, hein. Quand on aime, on voit plus les défauts, puis quand on se met à haïr l'autre, on ne voit plus on ne voit plus ses qualités. C'est triste, mais c'est comme ça. Oui, c'est vrai. Bon. Jérôme est avec nous et je suis ravie qu'il y ait également un homme qui témoigne, parce que je pense quand même qu'on a tendance à oublier que les hommes aussi peuvent subir de la violence. Et du coup, c'est encore pire, parce que vous parliez de la honte tout à l'heure. Pour eux, c'est encore plus difficile de parler, de témoigner. C'est pour ça que je vous remercie beaucoup, Jérôme, de prendre la parole. Oui, bonjour. Bonjour Brigitte, merci. Bonjour Hélène. Bonjour, effectivement, je voudrais participer pour faire part de mon expérience. Moi, je suis un petit peu ému, ça va passer. Oui, alors, et puis surtout pour faire comprendre que la violence, ce n'est pas seulement les hommes ou les femmes. On a cette vision très, très simpliste de la réalité. C'est comme le fait que l'âme n'a pas de sexe, la violence n'a pas de sexe. Elle peut être provenir des hommes, provenir des femmes. Alors, voilà mon expérience. Moi, c'est que je suis né dans une famille où le père était très violent. Alors, comment ça s'explique ? C'est un monsieur qui est né dans une famille pauvre, et qui a vécu des humiliations, qui n'a pas pu avoir l'amour de sa mère parce qu'elle est tombée malade, et qui s'est construit une personnalité de toute puissance en devenant médecin et en gagnant beaucoup d'argent, en faisant vivre sa famille dans le luxe au plein centre de Paris. Alors, vu de l'extérieur, c'était l'homme idéal, gentil, merveilleux, drôle, etc. Et puis, une fois que la porte est fermée, c'est l'enfer, c'est la mère battue, c'est les enfants battus, c'est une sœur qui devient anorexique. Et puis un fils, moi, qui comprend plus tard, qui a des difficultés à l'école, dans son environnement scolaire. Et puis plus tard, à 30 ans, dans une relation avec une femme, au cours d'un conflit, il s'aperçoit qu'il profère les paroles de son père. Alors là, c'est un déclic, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Alors, psychanalyse à 30 ans, et puis 10 ans plus tard, il arrive à comprendre, et c'est le message que je veux faire passer, c'est d'arriver à penser l'impensable. C'est-à-dire que pour les gens, je vais dire, normaux, qui ne sont pas confrontés à ça, qui ont la possibilité de vivre dans une famille normale, ils ne peuvent pas imaginer qu'il y a des individus qui sont ce que vous appelez souvent, Brigitte, des gens toxiques. Oui. Alors effectivement, ce sont des gens toxiques qui ont une structure de personnalité qui n'a pas pu se faire normalement, et qui donc ont besoin de nier l'autre. Ça, c'est ce qu'avait dit une de vos intervenantes il y a quelque temps. Et c'est effectivement ça, c'est que pour survivre, il faut que l'autre ne soit rien. Et voilà. Alors, moi, après un travail psychanalytique, je me suis donc intéressé à ce que sont les violences impensables, et j'ai tiré 3 règles pour permettre de comprendre ce qu'est la violence. La première, c'est que la violence, ça n'est pas ex nihilo, c'est quelque chose qui se transmet. Voilà. La deuxième, très juste, oui. C'est que la violence, ça ne fait pas un bourreau, une victime, ça fait 2 victimes. Dans le phénomène de violence, en réalité, c'est bien 2 victimes.
celui qu'on prend pour le bourreau a déjà été lui-même une victime. Et celui ou celle qui est la victime, ben, par conséquent, devient une victime. Et la troisième règle qui est importante, et on vient de voir avec le témoignage de votre précédente auditrice, c'est qu'il ne peut y avoir de phénomène de violence que lorsqu'il y a hiérarchie ou dépendance. Alors effectivement, une femme qui est sous la dépendance financière de l'homme qui l'héberge est emprisonnée. Ou pareil, l'employé qui est sous la hiérarchie d'un patron tyrannique est pris au piège, parce qu'il ne peut pas perdre son travail. Voilà. Alors, ça, c'est donc le témoignage. Bravo Jérôme, parce que c'est très juste ce que vous dites, et c'est très compréhensible pour tout le monde. Et c'est ça que je trouve bien, parce que souvent on a des explications, excusez-moi Hélène, hein, je dis pas ça pour vous, on a des explications un peu psychologiques, mais qui sont pas forcément claires. Là franchement, vos trois règles sur la violence, et j'aime bien l'idée qu'en effet il y a toujours deux victimes, même si, encore une fois, ça n'excuse rien, mais ça explique. Non, bien entendu. Bien entendu, mais c'est pour ça, il faut pas se mettre dans cette dichotomie de vouloir accuser l'un d'être le violent et l'autre le voir comme la victime. C'est vrai, quand il y a des violences, au plan juridique, c'est très important, il faut déclarer la culpabilité. Mais pour comprendre le phénomène, il faut bien voir qu'on a deux individus qui sont dans des phénomènes, dans des mécanismes de violence. Et sinon, on ne peut pas comprendre. C'est-à-dire, sinon, on dit l'un est tout noir. On sait Oui, Jérôme, vous avez raison. Moi, je sais que par rapport à la pédophilie, un sujet que on est obligé aussi d'aborder dans cette émission, j'explique toujours que on n'est pas pédophile comme ça de nature. On est pédophile parce que 95% des cas, on a été soi-même abusé. Bien sûr, bien sûr. Exactement, voilà, tout à fait. Alors, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les gens qui se retrouvent... Alors moi, je me suis retrouvé donc dans ce phénomène de violence, ça m'a beaucoup perturbé, ça m'a beaucoup gêné dans ma vie d'enfant, dans ma vie d'adolescent, puisque j'étais... si vous voulez, je vais vous donner une anecdote qui va vous faire rigoler peut-être. À 17-18 ans, quand j'essayais de draguer des filles, je leur parlais de mathématiques. Vous voyez ? C'est-à-dire que... Et ça marchait ? Eh ben, ça marchait pas du tout, bien entendu. Voilà, avec, si vous voulez, ce qui sous-tendait ce discours, c'était la nécessité d'apparaître comme... brillant, intelligent. Voilà, exactement. Vous voyez, j'ai bien compris, bien sûr. Plutôt que de partager tout simplement le plaisir. Alors, vous voyez... De montrer ses émotions, tout simplement. Voilà, c'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous aviez 17-18 ans, c'était impossible pour vous de montrer vos émotions. Donc, voilà, vous avez fait votre intellect. Oui, et rien de tel que les mathématiques pour les cadrer. Voilà, exactement. Ce qui fait que, si vous voulez, toute cette expérience-là, donc au cours de ma psychanalyse, je me souviens que ma psychanalyste m'a dit à un moment, vous êtes un hyper-rationaliste. Et vous êtes un séducteur hyper-rationaliste. Voilà, tout est dit. Séducteur, c'est-à-dire qu'il essaie de se montrer mieux qu'il n'est, en réalité. Et hyper-rationaliste, bien c'est parce que, vous savez, donc, tout individu s'équilibre entre une part rationnelle et une part pulsionnelle ou affective. Et bien chez moi, ça a provoqué l'hypertrophie de la raison. Alors pourquoi ? C'est pour essayer de comprendre ce monde bizarre dans lequel on est plongé. On est face à des gens qui sont soi-disant brillants, merveilleux, admirés partout, et en réalité... vous êtes maltraité, etc. C'est incompréhensible, c'est le paradoxe. Et votre volonté, grâce à ça, d'éviter la transmission. En étant hyper rationnel, c'était un magnifique système de défense pour vous dire, ça passera pas par moi, quoi. Ouais, c'est possible, je ne sais pas. Oui. Alors, ça c'est un aspect des choses. Alors que vous dire ensuite ? Donc c'est ça, c'est alerter les gens, leur faire comprendre que il faut avoir. Alors oui, comment je me mais suis... la question, ouais. Excusez-moi Jérôme, mais la question importante quand même à vous poser, c'est que bon, ok, vous, à un moment donné, vous avez compris, vous avez été faire une analyse qui visiblement a très bien marché, parce que sinon vous n'auriez pas ce discours aussi cohérent. Mais qu'est-ce qui vous a poussé ? Parce que derrière, il y a quand même
quelque chose qui a dû vous aider à... Parce que beaucoup de gens qui sont dans la violence ne se remettent pas en question, ne vont pas aller consulter. Je suis d'accord que certains peuvent se soigner en allant consulter, mais les 80% n'ont pas envie d'aller consulter. Donc, d'après vous, quel a été le ressort qui vous a permis d'aller consulter? Ben moi, le déclic, si vous voulez, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que je me suis retrouvé, donc je peux vous décrire la scène très précisément. J'étais en Espagne. Alors, moi, j'ai une activité professionnelle de chef d'entreprise. Et pourquoi ça? Ben, c'est pour devenir le plus beau, le plus fort, le plus riche. Le plus riche, le plus fort, oui. Et pour dépasser mon propre père, qui était lui-même très riche. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Et certainement, dans une activité qui était en fait une dépression. Et pas la dépression effondrée dans le canapé, mais la dépression de l'hyperactif. Et justement, une fois que j'ai atteint mon objectif, que je suis devenu plus riche que mon père, tout ça n'avait plus de sens pour moi, vous voyez. Et donc pour d'autres raisons aussi qui étaient liées à l'activité elle-même, j'ai tout revendu, j'ai tout plaqué, et aujourd'hui je vis modestement, vous voyez, l'argent n'a plus d'intérêt pour moi. Alors, mais la scène est-ce que dans votre famille, excusez-moi de vous interrompre, est-ce que dans votre famille, dans votre petite enfance, est-ce qu'il y avait un grand-père, une grand-mère, une tante, une cousine, enfin quelqu'un en dehors du couple parental qui vous a montré de l'affection, de la tendresse, de l'intérêt? Absolument, absolument. J'ai eu une chance extraordinaire, c'est d'avoir d'abord une mère, donc qui était la femme battue, vous voyez, et donc le profil souvent psychologique de ces femmes-là, c'est des femmes très aimantes, surprotectrice, très protectrice, qui m'a montré, qui a témoigné un amour sans faille. Bon, d'accord, donc il y avait quand même un des parents. Un tuteur de résilience. Voilà, ça et surtout un grand-père. À Brigitte. Et surtout un grand-père. C'est des gens qui vous permettent d'avoir ce cheminement vers une conscience de soi. Oui, voilà. Et un grand-père, vous disiez donc... Je peux même vous donner l'événement qui a été le point de bascule de ma vie. Et donc, je me réfugiais chez mes grands-parents qui habitaient en Creuse. J'allais en Creuse. Et ce grand-père m'adorait, puisque j'ai été certainement le petit-fils le plus aimé de la famille, vous voyez. Et un après-midi, il m'a fait faire des activités physiques. Et il m'a montré que je pouvais faire des choses extraordinaires. On sautait au-dessus d'une corde ou des choses comme ça. Et ça m'a donné confiance en moi, certainement. Et puis j'avais l'amour de ma grand-mère, l'amour de mon grand-père. Et ça, c'était les parents de votre mère, j'imagine. Voilà, exactement. Bien sûr. Exactement. Évidemment. Et ça a été effectivement ma chance, sans compter aussi l'amour fantastique de ma tante, donc la sœur de ma mère, qui m'a toujours accueilli, qui m'a toujours adoré. Voilà. Donc, ça, effectivement, j'ai eu cette chance-là. Si je n'avais pas eu, si j'avais pas eu ces gens-là pour découvrir ce que c'est que l'affection, l'amour, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais alors, pour répondre à votre question tout à l'heure, qu'est-ce qui a été le point de bascule? Qu'est-ce qui a été le déclenchement? Donc, je me trouve avec une petite copine, j'ai justement 30 ans, je gagne bien ma vie, j'emmène cette jolie fille faire le tour de l'Andalousie à moto. On se retrouve dans un parador, voilà. Et puis, tout d'un coup, je ne sais même pas pourquoi, elle me saute dessus. On se retrouve sur le lit et j'ai l'impression qu'elle m'agresse. Alors, je la tiens, je la maintiens, je l'empêche de m'agresser. Et puis, j'entends dans ma voix les mots de mon père, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, je crie sur elle et j'entends la voix de mon père. Et c'est ça qui a été l'événement qui m'a fait dire, là, il y a quelque chose d'anormal. Voilà. Oui, vous avez eu peur de vous-même, en fait. Je ne sais pas si c'est de la peur, mais ça a été un questionnement. Puisque, si vous voulez, à ce moment-là, moi, je n'étais pas l'agresseur. Alors, il faut bien dire que quand on est élevé dans un contexte violent comme ça, bien, assez naturellement, on acquiert les réflexes de la personne violente. Donc, on s'adresse à l'autre, on a tendance à voir l'autre comme un objet. C'est ça le problème. C'est que les égocentriques paranoïaques, ils ne sont pas comme des gens normaux qui essaient de partager des plaisirs, des sourires avec vous. Ils vous voient comme un objet, quelque chose dont on peut se servir pour son propre intérêt. Voilà. Et
J'ai un peu perdu le fil de ma pensée. Ben, vous parliez de ce moment où elle vous agresse un peu et que vous entendez la voix de votre père, quoi. Voilà. Et c'est là que je me dis, bon, là, il faut aller voir un psychiatre. Jérôme, ça déconne un peu, là. Hein. Jérôme, il faut trop saisir. Il y a quelque chose qui va pas. Et alors, bon, si vous voulez, ce que la psychanalyse m'a fait comprendre aussi, c'est que il y a le phénomène de mécanisme inconscient. Et vous allez voir dans la suite si j'ai encore le temps de vous donner la suite de l'histoire, vous allez voir comment ça marche. Écoutez, si vous voulez, mais on va faire, Jérôme, si vous voulez, mais on va faire une petite pause et puis on va garder un peu le suspense et puis vous allez nous raconter la suite de l'histoire. En tout cas, Hélène Vecchiali, c'est formidable parce que Jérôme nous raconte tout ce qu'on pourrait expliquer, mais c'est tellement mieux quand c'est raconté et que ça a été vécu. C'est vivant. On se fait une petite pause et on se retrouve tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux. Je me régale d'entendre tous les jours des débats où tout le monde peut s'exprimer. Sud Radio, parlons vrai.